Salut YouTube, bienvenue dans mon atelier où il fait 16 degrés. Oh, 16 degrés 8, un petit presque 17. Quand on est assis, ça caille un peu, mais bon, on est costaud, hein, on fait de l'électronique et tout, super. Bon, je me réveille en fait, je raconte n'importe quoi. J'ai un truc super à dépanner là. Un préampli format 500 Neumann V476B. Tiens, je vous le montre tout de suite parce que je suis cool. Voilà. Alors, le préampli classique, hein. On a un gain en entrée, en haut, étagé par pas avec un réglage en dB très précis. Ensuite, on a une LED d'overload, hein, et puis une inversion de phase, toute bête. On a un filtre coupe-bas ou passe-haut au choix. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, qui coupe à, ouais, j'ai pas mes lunettes, 80 et 140 Hz, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Avec une position milieu linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, le coupe bas ou passe haut. C'est les frimeurs qui disent passe haut, moi je préfère dire coupe bas. On a aussi un gain de sortie, hein, un potard de sortie. C'est pas un potard en fait, c'est... Attendez, est-ce que c'est un potard? Non, c'est un potard. En bas, c'est un potard. En haut, c'est un contacteur cranté pour avoir une bonne précision de réglage. Et par contre, en bas, le dB gain, en bas, c'est un potentiomètre de bonne qualité d'ailleurs, étanche et tout. C'est un très bon truc. Les contacteurs, hein, c'est du Neumann. Donc tout ce qui est switch, etc., c'est du CEK. Enfin, il n'y a que de la marque là-dedans. C'est super bien fait. Je vais vous le montrer de plus près. Alors il est en panne, hein, évidemment. Si je l'ai, c'est qu'il est en panne. Si je l'ai, c'est qu'il est en panne. Sinon, je l'aurais pas. Il s'allume plus du tout. Donc moi j'aime bien. C'est des pannes assez faciles à faire. Surtout qu'on a le schéma. Alors, je vais vous montrer le schéma après, mais déjà, je vais vous montrer le bestiau. Travail, hein, comme d'habitude, avec Neumann. Alors, des gros transfos, transfos d'entrée, transfos de sortie. Pas forcément dans l'ordre où je les montre. J'ai pas regardé encore l'implémentation sur le circuit. Ici, on voit le réglage de gain avec 3 switches qui commutent des résistances de précision. Donc on a un réglage de gain très précis. Ici, les switches. Et puis là, on a un réglage, tiens, j'ai pas regardé ce qu'il faisait, hein, je regarderai après, je vous dirai ça après. Il y a un réglage qui est disponible sur la carcasse, sur le blindage extérieur. Bon, ça, c'est facile, hein, ça s'enclenche dedans, il y a 4 vis, ça se démonte très facilement. Alors la difficulté, on fait quand même un voyage dans le temps avec ce préampli. On fait un voyage dans le temps, on est en 1980. Il y a un datecode là ici qui nous dit 20, j'arrive pas à lire le chiffre du milieu, 20, 80. Et j'ai une autre date aussi quelque part que j'ai vue qui donne 1980. Donc on est... moi à l'époque, je sors de mes études d'électronique, j'ai 20 ans. En 80, j'ai même 22 ans. Je sors de mes études d'électronique. Tiens, il y a un truc de marqué là. Voilà, tiens, si vous voulez la référence. Par contre, il n'y a pas de date code là. Alors l'électronique, pour moi, elle est typique de ces époques-là, hein. Si on regarde le schéma que je vous montrerai plus tard, on a du composant d'époque, hein. Tout évidemment composant discret, hein. Il y a même pas de circuit intégré encore là-dedans. C'est que du composant discret, transistor, diode, résistance, condensateur. Alors, il ne s'allume plus du tout. Alors, petite particularité avant d'attaquer la panne,
on n'est pas encore normalisé au niveau du format 500, au niveau des prises. Donc on a une prise dont je ne me rappelle plus la référence, ici derrière. Alors moi j'ai trouvé une petite astuce pour me brancher dessus. J'utilise des embouts, le grand, qui sont faits normalement pour les électriciens, hein. J'avais ça qui traînait, je me suis dit comment je peux faire. Et vous voyez, les embouts, c'est très pratique parce que ça vient se mettre dessus. Alors, ils sont un peu, voilà, ça se présente comme ça, hein, les embouts. Et puis il faut une pince, il y a une pince pour sertir ici l'embout sur le fil. Et ils sont légèrement, quand je regarde là sur les pins, ils sont légèrement trop larges. Donc je les écrase un peu et ça va très bien. Là, il y a une petite carte qui vient ici, là, que j'ai démontée. On va y venir plus tard. Voilà, une petite carte ici, comme ça. Donc, voilà, c'est très propre, hein. C'est du Neumann, quoi. C'est vraiment très bien fait. Qu'est-ce qui fait le son? Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un module, d'un ancien module comme ça, Neumann? Pour moi, c'est les transfos de sortie. Il y a le schéma, évidemment, il y a l'architecture, etc. Mais ça, on peut toujours le copier parce qu'on peut trouver des transistors d'époque, on peut des NOS, on peut trouver, on peut refaire, hein, tout le circuit. On peut le refaire, il n'y a pas de problème. Là où on ne pourra pas refaire, c'est les transfos. Il y a un transfo qui est de marque... je noterai les références. Hof, H-A-U. F-E, Hofe. Et celui-là ici, si on regarde sur le côté, c'est marqué George Neumann. Qu'est-ce qui fait le son de ce genre de préampli? Ce sont les transfos, hein. Bon, il y a l'électronique évidemment, c'est un ensemble, hein, mais les transfos sont vachement importants. Sinon, les condensateurs n'ont rien d'extraordinaire, à part qu'il y a des tantales. Alors les tantales, on les connaît, hein, c'est des vraies saloperies. Il y a des gens qui disent « ouais, c'est génial, c'est génial ». Moi, j'en ai utilisé beaucoup à l'époque, hein, des tantales. Effectivement, c'est génial. C'est petit, ça a de grandes valeurs en microfarad, et c'est tout petit. Et ça encaisse des tensions, pas énormes, mais ça encaisse. Donc c'est super pratique pour tout ce qui est micro ou petits modules comme ça, parce que ça prend pas de place. Sauf que, on va y revenir, tiens, parce que c'est à l'origine de la panne qu'il y a, mais je vous dis pas tout de suite. Déjà, on va regarder le schéma. Alors voilà une partie du schéma. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on me dit le module ne s'allume plus. Ok. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais l'alimenter, je vais vérifier. Ça peut venir du rack aussi, hein. Il peut y avoir un problème d'alimentation sur le rack. Donc déjà, je vais vérifier si on n'a pas de problème. Sur la pin 5, alors les pins sont numérotés, hein, sur le connecteur qui ne se fait plus maintenant, parce que maintenant c'est normalisé, hein, tous les formats 500 ont les mêmes connecteurs, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. On a le 0 volt en 5, le 24 volts en 6. Donc vous avez vu avec mon système de petites pins d'électricien, là, j'alimente le circuit en 24 volts. Ici, on a le circuit de régulation. Donc déjà, la première chose que je vais faire, je vais regarder... Alors, ce circuit de régulation, il fournit des tensions U1, U2 ou 3 vers la suite du circuit. Normalement, vous voyez ici, là, on doit avoir dans les 22 volts, enfin, je ne sais pas combien déjà, d'ailleurs, parce que je ne l'ai toujours pas fait marcher. Mais je sais où est la panne, par contre. On a un transistor ici qui gère, en fait, en puissance l'alimentation. Et là, on a une régulation. Alors, une régulation qui est un peu spéciale, parce qu'ici, on voit qu'on a un transistor avec la base et le collecteur de court-circuité. Alors, quand on court-circuite base émetteur, comme ça, on transforme ce transistor en diode. Parce qu'on n'a plus qu'une diode
qui fonctionne et on va avoir un courant qui va se balader comme ça avec une tension qui va s'établir ici. Et on repique aussi ici par une diode une partie du courant. Alors c'est c'est spécial, c'est-à-dire qu'en fait c'est pourquoi déjà on transforme un transistor en diode, c'est pour avoir un certain comportement, une courbe. Alors ça a un nom du mec qui a trouvé ça, je sais plus, c'est un nom allemand à coucher dehors, enfin allemand, autrichien, j'en sais rien. Enfin, c'est un nom pas facile, dont je me rappelle jamais. On va avoir une courbe, c'est-à-dire que les diodes ont une courbe qui est le CNI, le genou sur un compresseur audio, qui a une transition, si vous voulez, assez brutale. On veut pas de ça pour la régulation. Donc, un transistor va avoir un comportement plus logarithmique, avec une courbe moins cassée qu'une diode. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, ce transistor? C'est un feedback, hein. Ici, on a la sortie. Ici, on a l'entrée. On arrive en moins de 24 volts, puisqu'on a une diode en série qui protège contre les branchements inverses, si on se trompe de polarité. Donc, cette diode protège le circuit, l'ensemble d'ailleurs. Et on a donc 22 volts ici à peu près. Et là, derrière, ce transistor qui va réguler la tension et le courant, on va avoir un transistor, un feedback si vous voulez, avec un transistor qui va commander la base de ce transistor-là. Alors ici, ils ont fait un réseau de résistance. Je ne comprends pas bien pourquoi, sauf s'ils voulaient... Alors peut-être deux raisons qui sont imbriquées. D'une part, il y a une 910K là, donc avoir un pont diviseur, parce qu'en fait là on a un pont diviseur pour attaquer la base de ce transistor-là. Donc pour avoir une valeur très précise, qui n'existe pas dans la normalisation courante, parce que là, ici, ça, on aurait pu mettre qu'une diode, qu'une résistance, pardon. Alors là, on en a 3, avec du filtrage. Je pense que c'est d'une part pour avoir une valeur très précise et d'autre part pour filtrer parce que avoir un filtrage plus efficace. Je vois pas d'autres raisons, hein. J'en vois pas d'autres. Voilà. Donc on a en fait ce système de régulation qui est ce système-là avec l'utilisation d'un transistor. Moi je l'ai rarement vu. J'ai déjà vu ça dans le temps, mais c'est vague et c'est lointain. Et on a donc évidemment les condensateurs, hein, c'est pour virer toutes les ondulations. Ici on a un condensateur en sortie, un Tantal 10 microfarads. Et ce condensateur au Tantal, alors j'ai mesuré, hein, donc je regarde, j'ai bien mes 24 volts ici. Je regarde de l'autre côté, que dalle. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit il y a un des transistors qui a cramé, et ce transistor-là est bloqué par sa base, ou bien il y a autre chose. Il peut y avoir un court-circuit sur les sorties qui fait que ça ramène tout à zéro. Ou bien, ce condensateur, là, louche. Et comme c'est un Tantal, et j'y reviens, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, comme c'est un Tantal, les Tantals, en vieillissant, ont tendance à se mettre en court-circuit. Et bingo, ce condensateur ici a un beau court-circuit, mais un court-circuit franc, hein, c'est-à-dire 0 ohm. Hein. Donc, la sortie, ici, est court-circuitée au 0 volt qu'il y a ici. Là. Voilà. Donc vous voyez qu'un bête condensateur, ces condensateurs au Tantal que je n'aime pas, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, quand je vois comment ils vieillissent, je les aime plus. Ils se mettent en court-circuit. Contrairement à un condensateur normal qui, lui, ne se met pas en court-circuit, lui, au contraire, sa résistance interne augmente. Là,
le Tantal se met en court-circuit et donc on se retrouve avec une alimentation en court-circuit, il n'y a plus rien derrière. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une autre panne, hein. Alors il va falloir évidemment que je vérifie les 3 transistors, là, pour voir s'ils n'ont pas morflé. Normalement, si on met ça à 0 volt, alors peut-être que celui-là aurait pu morfler. Bon, 0 volt de toute façon, ce transistor-là est bloqué. Celui-là débite, peut-être de trop puisqu'il est bloqué. Est-ce qu'on n'est pas trop loin pour bloquer aussi ce transistor-là dans le... Ah, je sais pas vraiment. Ah non, on est à 0 là, donc là ici on est à 0 aussi. Non, oui, on n'est pas à 0 puisqu'on a le plus 24. Bon, ça se discute, on va voir. Je vais tester les 3 transistors et puis on va voir s'il y en a un qui a pété. En tout cas, je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-là ici, il est complètement court-circuit. Déjà, je vais prendre... Alors, vous voyez, les Tantalgouttes. Voilà, le Tantalgoutte, hein, ça ressemble à des bonbons. Hein. Faut faire gaffe avec si vous avez des gamins, parce qu'ils sont capables de prendre ça pour des bonbons. Je vais vous montrer ça de plus près avec le téléphone. Un petit Tantalgoutte de 10 microfarads, 35 volts. Alors, on va le tester. Hein. Donc, j'ai mon petit Tantalgoutte ici. Et vous voyez qu'on est bien en court-circuit. Alors 4 ohms, c'est les fils, et puis ce truc-là, c'est un truc à 50 balles. Il n'est pas très précis. Donc voilà, je pourrais le mesurer d'ailleurs plus précisément. Tiens, on va s'amuser à ça. On va le mesurer plus précisément avec un LCR-MET. Alors vous voyez qu'au LCR-MET, en automatique, il le reconnaît même pas il le reconnaît même pas comme un condensateur, il le reconnaît comme une résistance de 1 ohm 14. Vous voyez ? Alors qu'on est quand même sur un condensateur. Hein. Si je sélectionne, alors là il me met 1855 microfarads. Alors ça c'est des millifarads, hein. Donc millifarads, microfarads. Hein. Par contre, ah bah oui, ça, effectivement, sa résistance interne, elle est ridicule, mais son ESR, elle est à combien? Bah oui, elle a 1 ohm 1, donc on se dirait, putain, c'est super, sauf que la valeur est complètement dans les choux, puisqu'on est à 1000 microfarads, et il est en court-circuit, hein. Il est en court-circuit. Alors maintenant, je vais vérifier si les transistors n'ont pas morflé, parce que normalement, je pense pas, mais on va voir. Donc ça, c'est le petit circuit de régulation dont je vous ai montré le schéma tout à l'heure. Hein, celui-là, donc le circuit de régulation, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, c'est ça. Hein, ce que j'entoure là avec ma souris, c'est cette petite plaquette ici. Les 3 transistors sont bons. Hein. Je les ai sonnés à l'ohmmètre. Alors, si vous ne savez pas comment on fait, il y a des tas de tutos sur Internet. En gros, un transistor, c'est 2 diodes, tête bêche. Donc, vous sonnez les 2 diodes. Et normalement, vous devez être passant sous une certaine polarité entre la base et l'émetteur et entre la base et le collecteur. Vous inversez la polarité, vous ne devez pas être passant. Et vous ne devez pas être passant entre le collecteur et l'émetteur, aussi bien sous une polarité que sous une autre. Voilà, c'est tout. Oui, mais il y a des tas de tutos, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a des tas de tutos. Donc, les transistors sont bons. Je vais quand même vérifier la diode BAV20, hein, de toute façon. J'ai 2 condensateurs là que je vais vérifier aussi. Et puis on aura tout vérifié, on pourra remonter le circuit. Parce qu'il est un peu pénible à démonter, ce circuit, parce que c'est du double face. Et double face, c'est toujours très pénible à démonter avec de la tresse à dessouder ou même à la pompe à dessouder, c'est pareil. C'est toujours un peu chiant. Donc je vérifie la diode, je crois qu'elle est bonne. Je ne sais plus si je l'ai vérifiée ou pas, mais je vais la vérifier, comme ça on sera tranquille. Après je remonte ça et puis on va tester voir s'il y a
une autre panne ou pas. Je vais quand même, là, si je vous montre ici, là, vous voyez qu'il y a plein de condensateurs au total qui sont présents. Je vais quand même les vérifier, voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et puis je vous reprends après, on fera le test, on fera la conclusion, parce que c'est une petite vidéo courte. Hein, j'espère qu'elle va être courte, que c'est bien la panne que j'ai trouvée. S'il y en a d'autres, bah, ce sera peut-être plus long, on va voir, ça va être la surprise. Bon, alors j'ai changé le 10 microfarad là pour exactement le même, et j'ai mis, alors vous allez me dire que je suis pas très cohérent, mais j'ai remis un Tantal 9 de 10 microfarad 35 volts. Après tout, l'autre il a bien duré. Il a bien duré 40 ans, donc bon, bah, dans 40 ans, moi je serais mort, hein, donc je m'en fous un peu. Puis je crois qu'on s'en fout tous, hein, 40 ans, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ouais, je l'ai remis, comme il a rien pété en étant en court-circuit. J'ai vérifié les deux condensateurs, là, tant que j'y suis, hein, avant de ressouder la plaque qui va ici, là, comme ça. Donc je ressoude ça, je vérifie les condensateurs. « 10 microfarad, 7 ohms. » C'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu beaucoup. Celui-là, il fait combien? 4 ohms. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les changer. Je vais les changer. Celui-là fait 4 ohms en OSR. L'autre fait 4 ohms, 7, 4 ohms, plus de 7 d'ailleurs, presque 8, 4 ohms. Je vais les changer. Comme ça, on sera tranquille. On n'aura que du neuf sur cette carte. Bon, les composants actifs, ça bouge pas. C'est de la super bonne résistance là qu'ils ont mis ici. Là, c'est de la top quality. Ah, c'est propre, hein? Allez, on la ressoude. J'ai rien oublié, hein, parce que c'est tellement pénible à dessouder que je préfère prendre mes précautions. Voilà. Donc là, on est à 24 volts. Donc, bon, on fout le jus, puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, ça s'allume. Ça s'allume, les petits gars. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Donc, rien ne s'allumait. Maintenant, ça s'allume. Donc, c'est plutôt bon signe. Je vais mettre le gain à 0, on ne sait jamais. Je vais mettre le niveau à 0 aussi. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je câble 2 XLR pour les câbler sur les entrées-sorties avec le même système. C'est là où je vais me faire chier le plus, quoi, en fait. Pour tester en audio si ça marche, quoi. Parce qu'il peut y avoir une autre panne, hein. Enfin là, déjà, on en a trouvé une belle. Donc, normalement, on va voir. On va tester ça. Alors, j'ai branché un micro, là, juste sur l'entrée. Je me prends avec l'oscillo sur la sortie. Et regardez ce que ça donne. J'ai de la modulation. Ça sort et ça a l'air d'être propre. Enfin, ça n'a pas l'air d'être saturé, quoi. Je vois pas d'écrêtage ni de trucs comme ça. Évidemment, je vais le tester en vrai. Mais c'était déjà un premier test et apparemment il fonctionne correctement. Donc je câble la sortie maintenant que je sais que ça marche. Et puis on va l'écouter franchement. Mais bon, j'ai pas de doute là. Ça a l'air d'être très propre. Ça a l'air d'être vraiment bien. Oh, on va voir. Bon, on se fait un petit test là et ça fonctionne plutôt bien.
Il y a un niveau, putain, mais il y a un niveau de cheval. Je rentre en Larsen très vite, très vite, très vite. Je dois saturer un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ta la la pa 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 pa, 1, 2, 3, 4, pa 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 pa. Bon bah écoutez, YouTube, ça marche, hein. Un Neumann réparé, quoi, voilà. Donc ben voilà, j'ai plus rien à faire, j'ai plus qu'à le refermer, et puis c'est tout. Alors je n'ai pas fait de test vraiment poussé dans mon home studio parce que j'avais pas d'alim 24 volts, j'ai pas de rack format 500 dans mon home studio, donc j'ai fait les tests que dans mon atelier qui a pas une écoute formidable, mais je peux donc je ne vais pas vous le faire écouter, j'ai pas enregistré, rien du tout, mais je peux vous donner un peu mon ressenti. Ce préampli est superbe, il colore, mais c'est ce qu'on veut avec ce genre de préampli. Le son est doux, et il est à la fois extrêmement précis et en même temps très doux, c'est-à-dire qu'il n'a pas les défauts des préamplificateurs modernes, qui sont très analytiques, qui sont très, comment dire, très... Si on compare avec la photo, la photo numérique par exemple, et certains appareils, bien que maintenant on arrive à avoir des images plus douces, mais certains appareils ont des images très, très dures, très précises, qui ne correspondent pas à la réalité, à ce que l'œil voit. Là, on est à peu près dans le même cas de figure pour l'audio, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet de glu, très à la mode de dire ça en ce moment, mais c'est vrai, on est dans la précision et en même temps, on n'a pas cet effet désagréable de surinterprétation, de surdétail qu'on a avec des systèmes plus droits, plus moderne. Alors ici, on a... je vous mets les caractéristiques, c'est en allemand. J'ai trouvé assez peu d'informations dessus. J'ai regardé un peu si je trouvais de la pub d'époque, etc. J'ai rien trouvé sur le net. Donc là, vous regarderez, vous traduirez de l'allemand si ça vous intéresse. Donc là, ça, c'est toute la doc. On a aussi le brochage des pins arrière qui m'a bien aidé, parce que je ne savais pas du tout comment brancher au départ. Donc il y a toutes les caractéristiques. Alors, ce préampli a aussi un niveau de cheval. On peut parfaitement brancher, par exemple, un micro à ruban très, très peu sensible. On peut amplifier. Le bruit de fond m'a paru très bon, très éloigné, un très bon rapport signal sur bruit. Évidemment que je l'ai essayé dans mon atelier, donc je peux pas, c'est du ressenti, je peux pas vous dire exactement. Il aurait fallu que j'essaye ça avec une bonne écoute dans mon studio. Mais comme je vous ai dit, je n'avais pas d'alim 24 volts, j'avais pas envie de tout démonter dans mon atelier pour monter la lime au-dessus, bref, à l'étage. Donc c'est du ressenti, tout ce que je vous dis là, mais ce que j'ai adoré, c'est la beauté des graves, l'équilibre avec les aigus qui sont doux, qui sont pas agressifs, contrairement à dans le micro où je vous parle, c'est un micro à 44 € que je suis en train de tester, qui a des aigus assez durs. Bien que pour 44 € pour un statique large membrane, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Mais si vous voulez, avec le préampli Neumann, j'aurais pas besoin de retravailler le son après. Le son, il est déjà super beau dès le départ.
À tel point d'ailleurs que je me suis évidemment précipité sur le net pour voir si je pouvais pas m'en acheter un ou deux. Alors déjà, il faut en trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il faut compter dans les 700 à 800 euros d'occasion, non restaurés, hein, évidemment, pour en avoir un seul. Bon, moi, j'estime qu'il en faut deux, hein. Donc il faut compter à peu près 1600, 1700 euros. Des fois, on trouve sur Reverb, ça a été vendu, mais il y avait un rack avec deux unités. Je crois que c'était à 1800 euros, quelque chose comme ça. Je sais plus bien. Enfin, de toute façon, bon, c'est assez cher, hein. Mais franchement, pour les gens qui se disent, oui, bon, cette mode du vintage, etc., il y a des matériels qui valent l'argent qui coûte actuellement. Les 700, 800 euros d'occasion, ils sont pas volés, quoi. C'est... Surtout que si on regarde, alors Neumann a fabriqué ses préamplis de 1979 à 1990. Et si on regarde, alors attendez, j'ai trouvé, et s'est mis à refaire des préamplis, voilà ici, là, en 2020. Ils ont sorti le Neumann V402. Vous avez vu le prix là? 2700 euros. Boum. Dans ta tronche. Alors il y a un article sur cette nouvelle itération, si vous voulez. Donc il parle du 476B. Vous pouvez trouver ça, cet article-là, c'est Sound and Recording du 04 2020. Et évidemment, ils prennent comme référence le 476, hein, puisque c'était le dernier que Neumann avait fabriqué. Et ils disent à un moment que le 402, c'est un préampli très propre, très, très droit. Je ne sais plus où ils le disent. V402... Alors ils disent qu'il est toujours très populaire, le 476 actuellement. Oui, je comprends pourquoi. Et ils disent à un moment que avec cette nouvelle itération d'un préampli Neumann, il ne faut pas s'attendre à un son coloré comme on avait avec le 476. Là, c'est plutôt très très droit, peut-être trop embêtant, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent des préamplis qui ont du caractère, quoi. C'est un peu comme les guitares, c'est un peu comme les instruments de musique. Il y a des guitares à tout faire qui sont très bien, hein, genre du Sennberg. Mais c'est bien aussi d'avoir une strat qui sonne comme à l'époque, quoi, où ça dépend quel style de musique on fait, c'est toujours pareil. Mais et d'ailleurs, le 476, je l'utiliserai pas pour tout. Je l'utiliserai sur certaines voix, pas sur d'autres. Mais alors, moi, à mon avis, sur les voix d'hommes, les voix un peu aiguës, mais d'hommes pour les basses, mais même une voix aiguë un peu criarde, comme il a des aigus très doux, ça peut être très intéressant aussi. Mais bon, pas pour tout. Alors là, on voit, il n'y a pas grand monde, hein, dans leur truc, là. Dans leur nouveau... préampli à 2700 euros, on est quand même... c'est pas du... Ouais, très... Ouais, bon. Voilà, alors là, l'ancêtre, le 476B préamplificateur, représente the state of art at that time. Today it's popular for its subtly
colored character. C'est vrai qu'il colore, mais c'est très subtil, hein, c'est pas un truc de bourrin. Et je trouve ça extrêmement agréable. Franchement, moi, si j'avais... si j'étais pas raisonnable, je m'en achèterais deux. Je m'en achèterais deux pour faire des prises stéréo, évidemment, il en faut deux. Donc, bon, bah, l'article est intéressant, hein. Si vous pouvez le trouver sur le net en PDF. Pour qui s'intéresse au préampli, c'est Sound and Recording. 04-2020, avec la revue du Neumann V402. Voilà. Donc, très content d'avoir mis les mains dans ce petit préampli. Moi, je suis toujours très, très emballé par le son de ce matériel de l'époque, avec des transformateurs d'entrée, des transformateurs de sortie de très bonne qualité. Ça amène quand même quelque chose qui nous manque maintenant, hein. On compense ça avec des plugins. Mais, bon. Bah écoutez les gars, je vous laisse, hein. Nettoyez bien vos pare-brises, mettez de l'huile dans vos voitures et puis drive safe, hein. Allez, bye bye.